RMC, After Angleterre, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurent. Salut Ju. Salut Jay, salut à tous. Et avec Rémi Dumont également. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Julien et un bonjour à Adrien Thomasson, grand fan de l'After et grand fan de l'Angleterre aussi. Voilà. Alors est-ce qu'il est fan de l'After Angleterre du coup? J'espère du coup. J'espère, en tout cas on lui enverra l'épisode. Il compte signer en Angleterre un jour? Je sais pas, mais j'espère pas à Tottenham en tout cas, mais en tout cas il a les capacités physiques, athlétiques pour y aller, ça c'est sûr. Pourquoi pas à Tottenham on va en parler, mais ça reste un grand club, un stade absolument magnifique, tu gagnes bien ta vie. Ouais, ça reste à Londres. C'est vrai, mais si c'est pour gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas? Si c'est pour gagner le championnat, c'est un peu plus compliqué. Allez, focus en tout cas aujourd'hui effectivement sur l'incroyable paradoxe Tottenham, impressionnant en Ligue des Champions, directement qualifié pour les huitièmes de finale. Les Spurs sont désespérants en Première Ligue à tel point qu'ils vont devoir jouer le maintien et qu'ils ont limogé leur entraîneur danois Thomas Frank. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi la méthode Thomas Frank n'a pas fonctionné? Qui pour le remplacer? Faut-il penser à la relégation de Tottenham? C'est parti pour l'After Angleterre. After Angleterre. Alors avant de parler de championnat de Première Ligue, d'abord évoquons la Champions League où Tottenham nous a tous surpris cette saison, Rémi. Ouais, tu l'as dit, c'est un paradoxe, c'est un peu Dr Tottenham et Mr Spurs du coup, puisque en Ligue des Champions ils sont 4e avec 17 points, donc directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Et c'est devant tout simplement une équipe comme le Barça, Manchester City, le PSG ou encore le Real Madrid, ce qui montre à quel point Tottenham est performant en Coupe d'Europe. Voilà, et puis si on regarde un petit peu plus les chiffres, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte en revanche qu'ils ont été particulièrement efficaces dans cette compétition puisqu'ils ont converti 17% de leurs tirs, les Spurs avec seulement le 15e total d'XG, donc ça veut dire la probabilité de marquer seulement 14 fois donc cette saison, 17 buts marqués, c'est seulement la 9e meilleure attaque de Champions League, 50% de possession, c'est seulement le 18e meilleur total et 12 tirs par match tentés, et bien là c'est seulement le 20e meilleur total. On voit Julien, quand même que malgré cette 4e place en Champions League, tout n'a pas été parfait dans le parcours européen des Spurs de cette saison. Oui, c'est vrai, mais le gros avantage qu'ils ont eu dans cette compétition, c'est le tirage. Ils ont eu de loin, d'ailleurs, je pense, le meilleur tirage parmi les clubs anglais, déjà. Parce que quand tu vois les adversaires qu'ils ont affrontés dans cette compétition, alors à part le PSG à Paris, au Parc des Princes, d'ailleurs, où ils ont perdu, mais sinon, c'est vrai que Slavia Prague, Bodo Glimt, même à l'extérieur, où d'ailleurs ils auraient dû perdre, ils ont fait un match nul chanceux. Même à Monaco, ils font un match nul chanceux. Mais c'est aussi Copenhague à domicile, c'est Dortmund à domicile en jouant à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. C'est Francfort à la dérive à l'extérieur pour terminer la phase de Ligue. Donc c'est vrai qu'en termes d'adversaires dans cette compétition de la Ligue des Champions, ça explique aussi pourquoi ils ont plutôt bien performé. Bon, on a bien compris en tout cas que Tottenham avait le meilleur calendrier et donc a su en bénéficier. Et Tottenham, avec cette 4e place, aura l'avantage du terrain lors des huitièmes de finale et même des quarts de finale en cas de qualification pour les quarts de finale. C'est ça, puisqu'ils recevront à domicile au match retour, ce qui est un avantage. Exactement, dans ce magnifique Tottenham Hotspur Stadium. Alors, en Champions League, ça fonctionne bien. En Première Ligue, c'est beaucoup plus compliqué, Rémi. C'est dans la continuité quelque part de la saison dernière, puisque Tottenham est actuellement 16e de Première Ligue avec 29 points. La saison dernière, Tottenham avait terminé à la 17e place. Il fallait remonter à la saison 1955-56 pour connaître une telle déroute, avec une 18e place à l'époque en championnat. Et si on regarde le classement en 2026, parce que c'est complètement dingue, mais Tottenham a déjà joué 8 matchs. D'ailleurs, les clubs de PL ont joué 8 matchs en 2026. Et bien là, on se rend compte, on comprend mieux pourquoi Tottenham baisse au classement. Oui, parce qu'ils sont tout simplement derniers du championnat de Première Ligue, donc avec 4 petits points, puisque c'est 4 points en 8 matchs, comme tu le disais, ce qui montre bien l'état de forme de Tottenham et donc la décision prise par le board des Spurs pour se séparer de Thomas Frank. On va parler des chiffres dans un instant, mais Julien, d'abord sur cette dynamique actuelle chez les Spurs, comment on explique ce début d'année absolument catastrophique en championnat? C'est les problèmes qu'on a vus depuis le début de la saison en Première Ligue. C'est la méthode Frank qui n'a jamais fonctionné finalement. Beaucoup de blessures aussi, ce qui n'est pas de sa faute vraiment, même si maintenant ça fait plusieurs saisons où il y a beaucoup de blessés et c'est pas une coïncidence.
non plus. C'est un problème aussi avec les supporters, d'ambiance, ce côté un petit peu toxique qui, je pense, a un impact négatif sur les joueurs. Mais dans son ensemble, à part la Ligue des Champions, comme on l'a dit, qui avait été un petit peu la bouffée d'air frais pendant la saison, le reste ça a été catastrophique quasiment du début à la fin. Et il y a un manque de consistance et de constance dans les performances du club qui, de toute façon, ont toujours ramené à Thomas Frank et à ses difficultés d'amener cette équipe plus haut. Tu parlais des matchs à domicile, c'est particulièrement vrai finalement au Tottenham Hotspur Stadium, toutes ces difficultés. C'est pourtant un stade absolument merveilleux, mais à quoi ressemble l'ambiance cette saison lors des matchs à domicile dans cette enceinte ultramoderne ? Quand tes propres supporters, à la fin d'un match, commencent à chanter « tu vas te faire virer demain matin », c'est jamais bon signe, déjà à la base, pour n'importe qui, à n'importe quel niveau. Même si les clubs professionnels comme Tottenham et plein d'autres sont en général pas forcément très enclins à répondre à la fronde des supporters, ou en tout cas pas tout de suite et pas directement. Là, c'était devenu invivable pour Thomas Frank. Déjà lui, il a vieilli 10 ans sur les 6 mois qu'il a passé ou 7 mois qu'il a passé au club. Et puis même d'un point de vue du club en lui-même, clairement ça ne fonctionnait pas, même s'il avait le soutien, Frank, du directeur sportif, Johan Lange, qui est danois comme lui, qui est son meilleur ami depuis 25 ans. Ils se sont connus au centre de formation de Copenhague, qui l'a protégé longtemps, qui a vraiment voulu y croire. Mais à un moment, même Lange ne pouvait plus sauver son pote, vraiment. Et donc, c'est vrai, quand tu as cette atmosphère, cette ambiance très toxique à l'intérieur même de ton propre stade, toi, là où tu devrais finalement avoir un 12e homme qui pourrait te soutenir et te pousser dans tous les matchs, c'était devenu complètement impossible maintenant pour Thomas Frank d'amener cette équipe plus haut. Julien, on va reparler de Thomas Frank un peu plus tard dans le podcast, mais il se dit que notamment ce qui irritait les joueurs au club, c'était le fait qu'il fasse souvent référence à Arsenal. Est-ce que toi aussi tu as entendu parler de ça parce que bon, c'est quand même l'ennemi juré de Tottenham, quoi. The A-word, comme on dit. Ouais, The A-word, il y avait une forme d'obsession un petit peu de la part de Thomas Frank. Alors je comprends bien que tu puisses aussi vouloir un petit peu copier entre guillemets ou suivre ce qu'Arteta avait fait en termes de projet. Ça n'avait pas forcément très bien commencé, et puis après c'était monté en puissance avec des investissements du club et puis avec un rajeunissement aussi de l'effectif et tout ça. Donc pourquoi pas finalement avoir un peu comme exemple ce qui avait pu se faire à quelques kilomètres finalement du stade de Tottenham. Mais c'était devenu vraiment obsessionnel de la part de Thomas Frank. Rappelez-vous aussi ce moment incroyable avant le match à Bournemouth où il est sur le terrain en train de regarder le terrain. Il a son petit café, son petit expresso avec lui, mais dans un petit cup avec Arsenal dessus que les Gunners apparemment avaient laissé là 4 jours plus tôt lors de leur match à eux à Bournemouth. Et c'est sûrement l'image qui, malheureusement pour lui, qui restera de Thomas Frank en dehors des mauvais résultats. C'est cette image de lui en train de boire un café avec un petit, je sais pas comment on dit en français, mais un petit gobelet, voilà, merci, avec dessus le logo du club d'Arsenal. Mais ça, c'est juste lunaire, en fait. C'est juste, c'est-à-dire, c'est presque une faute professionnelle, en fait. Ça veut dire que tu as une méconnaissance totale d'une rivalité qui est fondamentale dans le nord de Londres. C'est le derby du nord de Londres. Tu ne peux pas faire ce genre de geste, en réalité. Oui, alors lui, sa défense, c'était qu'on lui avait tendu le café, en fait, qu'il avait pris le gobelet sans regarder ce qu'il y avait dessus. Tu jettes le café dans ces cas-là. J'espère qu'il était bon. Il a forcément mauvais goût puisqu'il vient d'Arsenal. Non, je plaisante. Hein. Ouais, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il ne se soit pas rendu compte avant qu'il y avait le logo d'Arsenal dessus. Alors, les statistiques de Tottenham en Première Ligue, allons un petit peu plus dans le détail pour vous dire que c'est la 11e meilleure attaque de PL avec 36 buts marqués. Seulement, d'ailleurs, la 11e meilleure attaque. Mais pire, c'est le 17e meilleur total au nombre de XG. Donc encore une fois, les XG, c'est la probabilité de marquer un but. Un total de 27 seulement occasions de but donc pour Tottenham cette saison en Première Ligue. C'est le 17e meilleur total. 51% de possession. Seulement 10e de ce classement, 11 tirs par match, c'est-à-dire que c'est encore moins qu'en Champions League, c'est le 14e meilleur total. Mais là aussi, ils ont réussi à sauver, d'ailleurs on en avait parlé avec Wilson Odobert au début de la saison, à sauver un petit peu les meubles grâce à leur pourcentage de tirs convertis. Ils étaient plutôt efficaces avec 12,5% de tirs convertis, c'est le 5e meilleur total. En revanche, ce qui est assez frappant, Rémi, c'est de voir l'identité des buteurs de Tottenham cette saison. Il y a un vrai malaise en attaque, parce que quand on regarde le classement des meilleurs buteurs, on voit Richarlison qui est blessé, qui est attaquant. C'est lui le meilleur buteur de Tottenham cette saison, toute compétition confondue, avec 8 buts. Mais regardez derrière, sur le top 5 qu'on vous a mis, il y a notamment deux défenseurs et surtout 3 joueurs à vocation défensive. Van de Ven, 7 buts, le défenseur de Tottenham hollandais. Romero, défenseur aussi, 6 buts. Palhinha, milieu défenseur,
défensif, lui, 5 buts. Et enfin, Johnson, l'ailier, qui est parti d'ailleurs, qui a 4 buts. Ça montre bien qu'en attaque, ça pêche beaucoup du côt de Tottenham. Van de Ven et Romero qui sont en plus des défenseurs centraux, et Richarlison, alors oui, 8 buts, c'est un attaquant, mais c'est peu pour un avant-centre quand même s'il a eu des blessures. Si on regarde dans le détail, Rémi, les attaquants, les avant-centres, ceux qui sont censés marquer, ils sont où du coup dans ce classement chez les Spurs? Alors, Richarlison donc, est premier avec 8 buts. On voit que Solanke arrive derrière, mais avec 4 petits buts seulement. Kolo Muani en a 3 et Matistel en a 3 aussi. Donc, je fais le calcul rapide, 3 et 3, 6 et 4, ça fait donc 18 buts répartis en 4 attaquants. Donc, c'est pas énorme pour une attaque, surtout quand on s'appelle Tottenham. On va dire un mot plus particulier sur Matistel et sur Randal Kolo Muani dans un instant, Julien, mais c'est hallucinant quand même ces chiffres-là. C'est indigne d'un club comme Tottenham qui a dépensé en plus beaucoup d'argent pour recruter tous ces joueurs. Ouais, c'est vrai. Et alors, Solanke a été blessé pendant les 3/4 de la saison pour l'instant, donc il revient juste. Et c'est vrai qu'on a senti une différence depuis qu'il est revenu. Richarlison avait plutôt bien commencé, ensuite il s'est blessé, mais il y a un vrai problème de créativité dans cette équipe, même avant que les attaquants puissent convertir ces occasions-là. Tu l'as dit dans les expected goals, donc c'est la qualité des occasions créées, finalement, c'est ça. C'est très pauvre dans ce que cette équipe-là peut créer. De toute façon, pendant très longtemps, même sous Franck, il n'y a pas eu vraiment d'identité dans le style de jeu. C'était donner le ballon à Kudus et puis il va faire quelques dribbles et un centre. Donner le ballon à Pedro Porro. D'ailleurs, les deux sont blessés maintenant depuis plusieurs semaines. Et Porro va centrer. Et c'est l'équipe qui a marqué le plus de coups de pied arrêtés sur corner en première ligue cette saison derrière Arsenal. Donc clairement, leur but, c'est pour ça que d'ailleurs Van de Ven et Romero ont ces chiffres-là que Rémi vient de montrer, parce que c'est des buts qui sont arrivés sur coups de pied arrêtés. Et donc, à un moment, ça suffit pas. Et pour un club pareil, avec encore une fois, un public qui est très exigeant finalement dans la qualité du jeu, de faire que descendre toute la rencontre, de rien créer vraiment et d'avoir deux des 3 meilleurs buteurs qui sont défenseurs centraux, c'est pas acceptable. Matistel, parlons de ce joueur de Tottenham qui vit une saison très particulière, Rémi. Oui, parce qu'il a été recruté définitivement cet été par Tottenham pour 35 millions d'euros avec un contrat courant jusqu'en 2031. C'est 24 matchs, 4 petits buts, pas de patte décisive. C'est le 19e joueur utilisé en temps de jeu. Il est décisif toutes les 211 minutes, ce qui montre bien qu'il y a un malaise. Alors, il a 20 ans, il n'a pas été inscrit au départ pour la liste en Ligue des Champions. Il vient de la réintégrer justement par rapport à la blessure de Solanke. Et puis, cet hiver, elle était courtisée par plusieurs clubs, le PFC, l'AS Roma, l'Atlético de Madrid. Donc, on voit bien qu'il y a un malaise. En tout cas, il n'arrive pas peut-être à montrer la pleine possession de ses moyens. Faut dire que voilà, il a été très vite, très haut depuis Rennes jusqu'au Bayern et maintenant à Tottenham. D'ailleurs, je crois qu'il a signé à Tottenham sous les conseils d'Harry Kane. Mais on voit que c'est un apprentissage difficile, la Première Ligue pour lui. Comment on explique ces difficultés et qu'est-ce que tu penses de la gestion du cas Matistel chez les Spurs, Julien ? C'est vraiment intéressant. Le talent il n'y a pas de doute sur son talent. C'est un joueur qui a un potentiel incroyable. Le problème, c'est que je pense que même lui ne sait pas vraiment quel est son meilleur poste. Ou alors, ce serait deuxième attaquant de soutien. Et c'est compliqué de jouer avec 2 pointes aujourd'hui en Angleterre, ou n'importe où. Et là, avec Franck, il a été un peu trimballé partout, attaquant donc seul en pointe, par exemple, sur un côté, parfois titulaire, parfois remplaçant, parfois entré en jeu juste quelques minutes. Et même quand il était plus dans une bonne dynamique, par exemple, c'est le premier joueur que Thomas Frank sortait en seconde période, ce qui n'avait aucun sens, sincèrement. Et tu le voyais, le pauvre, et je pense qu'à cet âge-là aussi, c'est très important, cette confiance en soi, qui est vraiment difficile à construire pour lui, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités parfois pour lui sur le terrain. Donc je trouve qu'ils ont géré son cas de manière assez bizarre. Et encore une fois, on revient sur les problèmes de Franck, les faiblesses de Franck aussi, notamment dans cette incapacité à pouvoir trouver une équipe type. Alors même s'il y a beaucoup de blessures, donc c'est compliqué, certes, mais quand même, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de certitude dans les équipes qu'il aurait pu aligner lors des matchs de championnat, ou de Ligue des Champions ou de Coupe. Mais est-ce que tu n'as pas finalement trop de joueurs avec le même profil ? Parce que Richarlison, Kolo Muani, Matistel, ça se ressemble un petit peu, non, quand même ? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, la construction de cet effectif-là a été très mauvaise depuis le départ. Ce n'est pas que sur Thomas Frank ou Johan Lange. Il y avait d'autres directeurs sportifs avant lui. Il y a eu d'autres entraîneurs avant Franck aussi. Oui, Paratici était là. Après, il a été longtemps suspendu, rappelez-vous. De toute façon, Paratici ne voulait pas de Franck à la base. D'ailleurs, il est parti après avoir dit au club il faut virer Franck. Et on était au mois de décembre. Le club ne l'a pas écouté. Il a dit parce que vous ne m'écoutez pas, je m'en vais. Mais donc, lui, il n'était pas fan du tout. Il était plutôt fan de Roberto De Zerbi, par exemple, plus que de Thomas Frank.
mais c'est un effectif qui a été construit sous différents entraîneurs, puisqu'il y a une instabilité assez chronique finalement sur le banc de Tottenham. Qu'on remonte à Mourinho, à Nuno Espirito Santo, à Conte, à qui vous voulez, c'est compliqué. Et donc, comme tu n'as pas cette ligne directrice finalement dans les personnes qui ont construit cet effectif-là, tu as des entraîneurs qui ont voulu des choses différentes, des joueurs à profil différents, des tactiques différentes. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est aussi le problème de cette équipe, c'est que c'est un effectif mal structuré, qui a beaucoup de faiblesses à certaines positions. On l'a dit tout à l'heure dans la créativité notamment, mais aussi, tu l'as dit, Jérôme, tu as tout à fait raison, beaucoup de profils assez similaires. Dans un instant, on parle des managers donc de Tottenham, de cette longue liste de managers qui a pris place sur le banc des Spurs. Et puis, on va revenir sur les difficultés de Thomas Frank, le comparer à ses prédécesseurs et se demander qui pourrait s'asseoir sur le banc de Tottenham à l'avenir. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise, avec Rémi Dumont. On parle des Spurs de Tottenham, de ce paradoxe des Spurs qui sont performants en Ligue des Champions et qui sont quasi nuls, on va dire, en Première Ligue. En tout cas, c'est le cas depuis le début de l'année 2026. C'est factuel. Et c'est factuel, exactement. Et qui vont devoir lutter pour leur maintien. On a parlé des attaquants et notamment des meilleurs buteurs qui sont souvent des défenseurs. Je voulais juste vous montrer cette statistique sur les coups de pied arrêtés de Tottenham. D'ailleurs, Jules en a déjà dit un petit mot. C'est la deuxième meilleure équipe sur corner. C'est l'équipe également qui marque le plus sur coup de pied arrêté cette saison. Et on voit les difficultés également à se créer des occasions dans le jeu avec 0,7 XG par match dans le jeu. Voilà, c'est un total qui est très faible. Ça vient corroborer tout ce qu'on a dit. Parlons des entraîneurs désormais, Rémi. Et donc, on se rend compte qu'il y a une véritable instabilité sur le banc des Spurs. Depuis 2019 et notamment le départ de Mauricio Pochettino, qui avait terminé d'ailleurs quasiment sur une finale de Ligue des Champions, perdu face à Liverpool. Mais on va voir que depuis 2019, énormément d'entraîneurs ont été consumés sur le banc de Tottenham, et donc les Spurs vont connaître leur 10e entraîneur, 10e manager depuis 2019, après Pochettino, Mourinho, Ryan Mason, Espirito Santos. Alors là, on vous a mis tous les noms. Évidemment, il y avait des intérimaires comme Stellini notamment, mais ça montre bien à quel point la durée de vie d'un entraîneur, d'un manager sur le banc de Tottenham est très courte. On parle de Roberto De Zerbi potentiellement pour venir là-bas. Il quitterait un club qui a brassé aussi pas mal d'entraîneurs sur son banc, l'Olympique de Marseille, pour peut-être retrouver un autre club qui brasse aussi pas mal de managers sur son banc. On va parler des possibles successeurs dans un instant, mais d'abord revenons sur les performances du manager qui vient d'être licencié, Thomas Frank, avec tout simplement le pire bilan de l'histoire des managers de Tottenham. Oui, alors c'était 34% de victoires, 16e de Première Ligue, 4e en Ligue des Champions. On l'a dit, ça c'est pour ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé cet été en 38 matchs avec Tottenham. Voilà, ce qui montre bien aussi que c'était très compliqué pour lui. Après, en termes, si on le compare par rapport aux autres managers. Éliminé en FA Cup au 3e tour, éliminé en League Cup au 4e tour, rappelons-le aussi, parce que ça veut dire que Tottenham n'a plus rien à jouer, sauf la Champions League et son maintien en PL. Et défaite en Super Coupe d'Europe cet été face à un club qui est très cher à notre jus national. Mais ce qui montre bien aussi que Thomas Frank et Tottenham avaient la capacité de gagner un autre trophée qu'ils n'ont pas saisi malheureusement. Et on voit qu'en pourcentage de victoire pour Tottenham et Thomas Frank, c'était très compliqué, puisque notamment en Première Ligue, 27% de victoire pour Thomas Frank, c'est le plus petit ratio sur les derniers entraîneurs qu'a compté Tottenham entre Postecoglou, Conte, Mourinho ou Pochettino. En même temps, il a joué que 26 matchs de Première Ligue, donc ça ne laissait pas beaucoup d'opportunités pour justement gagner des matchs. En tout cas, c'était 1,1 point par match pour Thomas Frank avec Tottenham, ce qui est beaucoup trop peu. Est-ce qu'on peut afficher peut-être cette infographie, ces chiffres pour ceux qui nous regardent sur YouTube, avec donc cette statistique famélique de Thomas Frank de 27% de victoire en Première Ligue, donc très en dessous même de Postecoglou, son prédécesseur, qui était à 41%. On ne parle pas de Conte, de Pochettino, qui était au-delà des 56%, et Mourinho, lui, était à 47%. Et puis donc 1,1 point par match, c'est famélique. Alors, Julien, on a parlé de l'histoire d'Arsenal, mais qu'est-ce qui n'allait pas non plus d'un point de vue tactique? Qu'est-ce qu'il a tenté de mettre en place qui n'a pas collé, Thomas Frank? Tellement de choses, vraiment. Pour moi, le plus gros souci finalement, et peut-être qu'on ne peut pas forcément lui en vouloir là-dessus, mais c'est que très naïvement, il a pensé que faire ce qu'il avait fait à Brentford exactement de la même façon allait fonctionner à Tottenham. Le problème, c'est que tu ne peux pas entraîner Tottenham comme tu entraînes un club comme Brentford. Il y a un moment,
ce palier à franchir, comme pour tous les joueurs d'ailleurs, hein, qui partent d'un club moins huppé pour aller dans un très grand club. Et dans son cas, c'était pareil. À l'entraînement, les joueurs racontent que finalement, c'était les mêmes séances qu'à Brentford. Donc, long ballon, gagner les seconds ballons, être agressif. Il n'y avait finalement rien dans la construction du jeu, dans la créativité. Et quand on sait à quel point les joueurs et un vestiaire peuvent être brutaux, dans ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à un nouvel entraîneur, très vite, ils se sont dit, lui, c'est un clown. Lui, ça ne marchera pas. C'est dur à dire, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment de très sympathique, Thomas Frank. Pour ceux qui le connaissent, je pense que beaucoup de gens voulaient qu'il réussisse parce que c'est vraiment quelqu'un de très agréable. Simplement, il était complètement out of depth, comme disent les Anglais, quoi. C'était vraiment trop compliqué, trop dur pour lui. C'était un niveau trop élevé pour lui, pour ses compétences. Comme en plus, il s'est trompé dès le départ en choisissant, selon moi, la mauvaise gestion, on l'a dit, il n'y avait aucune autorité, il n'y avait aucune discipline à l'intérieur du vestiaire. À partir du moment où tu ouvres la porte pour que les joueurs n'aient pas de discipline, c'était terminé. Il y a des joueurs comme Romero, par exemple, qui est ton capitaine pourtant, Van de Ven, Jet Spence, rappelez-vous cette scène incroyable, on a parlé tout à l'heure du gobelet d'Arsenal, mais la scène où il demande à Van de Ven et Spence d'aller applaudir les supporters alors que Tottenham vient de perdre à domicile et que les deux joueurs le regardent à peine et rentrent au vestiaire directement, à la vue du monde entier. C'était une humiliation pour lui. Il s'en est jamais remis d'ailleurs dans le vestiaire. Après ça, il n'y avait plus aucun respect pour lui. C'était trop compliqué. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et des heures des mauvaises choses qu'il a faites. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon entraîneur. Et encore une fois, ils ont tenté quelque chose. Un entraîneur de petit club qui avait très bien réussi à Brentford à aller dans un grand club, comme on l'a souvent vu en Première Ligue, ça marche rarement malheureusement. Ah, parce que c'est ce que je voulais te demander, comment ça avait été perçu en Angleterre cet été quand Thomas Frank signe à Tottenham, parce qu'en plus il y a, tu sais, l'épisode avec Brian Bemo qui connaissait de Brentford, qui voulait faire venir à Tottenham et qui signera finalement à Manchester United. Est-ce qu'au niveau de la presse il y avait une certaine hype ou pas? Parce que moi personnellement je me disais putain c'est un très bon choix. Ouais, mais bon, on s'est beaucoup dit ça. On s'est dit, il a fait du très bon travail à Brentford. C'est un bon entraîneur. C'est une bonne opportunité pour lui. Après, tout le monde était bien conscient aussi du palier à franchir. Encore une fois, Brentford, c'est un club qui, pendant longtemps, n'a jamais été en Première Ligue. Il les a fait monter. À partir du moment où tu montes pour un club pareil, c'est Noël tous les jours. Donc, eux, ils seront excités pour un rien. Ils seront très contents pour un rien. Tu joues le maintien et si tu te maintiens, c'est parfait. Tu essaies d'aller le plus haut possible, forcément, mais c'est comme ça. Tu vas à Tottenham, c'est autre chose. Il faut te qualifier pour la Ligue des Champions, il faut gagner contre Arsenal, il faut finir dans les 5 premiers, il faut aller loin en Coupe d'Angleterre, en Coupe de la Ligue, etc., etc. C'est pas du tout les mêmes attentes, la même pression, la même chose. Et je pense qu'il n'était pas prêt pour ça. Et surtout, je pense qu'il s'est jamais mis au niveau non plus. Donc, assez vite, finalement, on s'est rendu compte de l'erreur de casting qui avait eu lieu. Avant de citer les possibles successeurs de Thomas Frank, l'un des enjeux que le nouveau manager de Tottenham va devoir gérer, Rémi, c'est la longue liste d'absents. Déjà face à Newcastle mardi, c'était impressionnant. Ah, il va devoir penser les mots de tête et puis les mots tout court, hein, puisqu'il y a énormément de blessés entre Maddison, Kulusevski qui sont touchés au genou, Kudus, Bentancur, Richarlison à la cuisse, Davis, Bergwall à la cheville, Porro aussi à la cuisse, Udogie et Danso. Ça fait quasiment une équipe de titulaires qui pourrait jouer, mais qui est surtout titulaire à l'infirmerie. Donc, ce qui explique aussi en partie la problématique qu'a pu connaître Thomas Frank. Alors après, je ne sais pas si... Alors là, on a mis 10 joueurs, Rémi. On aurait pu ajouter Romero qui était suspendu, c'est ça, contre Newcastle. Ouais. Et il faut ajouter le pauvre Wilson-Odobert qui s'est blessé aussi contre Newcastle. Blessé, exactement. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Alors après, est-ce que Thomas Frank avait ramené aussi, entre guillemets, son médecin ou une partie de la cellule médicale à Tottenham depuis Brentford? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça explique aussi, quand on voit cette statistique, en tout cas cet effectif, les problèmes qu'a pu connaître Tottenham. Alors parlons maintenant des possibles successeurs. Julien, de qui parle-t-on dans la presse anglaise pour prendre la suite de Thomas Frank? Rémi a déjà essayé de placer Roberto De Zerbi. Ah oui, il s'en est débarrassé à Marseille, donc maintenant forcément il aimerait bien lui trouver un autre point de chute. Hein, mais il semblerait qu'on se dirige vers un intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Tu l'as dit, Jay. Hein, de toute façon, il faut juste se maintenir maintenant. Ils ne gagneront pas la Ligue des Champions, on le sait très bien. Donc c'est se maintenir, parce que alors là, une relégation, je ne pense pas qu'ils vont être relégués, mais une relégation, ce serait catastrophique, c'est même pas le mot. Donc se maintenir. Et puis l'été prochain, aller chercher le nouvel entraîneur, cette fois-ci permanent,
pour réenclencher un nouveau cycle et une dynamique positive pour eux. Donc, pour l'instant, un duo, par exemple, Johnny Heitinga, qui était arrivé il y a quelques mois comme adjoint de Thomas Frank, alors que ce n'était pas du tout prévu. Il n'a jamais été il ne connaissait même pas Thomas Frank avant d'arriver au club. On s'était déjà dit à l'époque, c'est un peu bizarre ça. C'était comme s'il se préparait finalement à un rôle d'intérimaire à un moment pour Johnny Heitinga, mais Ryan Mason, qu'on a montré tout à l'heure dans un des graphiques, un ancien joueur du club, ancien capitaine du club, un gamin du club d'ailleurs, qui avait été à West Brom, qui s'était fait virer au mois de janvier en Championship, qui donc pourrait revenir là pour cette petite pige jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, le rêve absolu, c'est le retour de Mauricio Pochettino, bien sûr, qui sera en fin de contrat avec la sélection américaine après la Coupe du Monde. Lui a envie de revenir en club, en Angleterre, et je pense à Tottenham aussi, au niveau du club, même si certains sont un peu contre l'idée de ramener quelqu'un, même s'il a été très bon lors de son premier passage. Je pense que c'est pour l'instant, en tout cas, lui qui est tout en haut de la shortlist du club. Ouais, juste, Julien, un dernier petit mot sur le départ de Daniel Levy. Est-ce que ça a aussi compté dans justement la forme actuelle de Tottenham ou pas ? C'est une bonne question, Rémi. Je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais je sais pas. En tout cas, c'est ce que réclamaient les supporters depuis très longtemps. Il a fait des très bonnes choses, mais il a fait aussi des très très mauvaises choses pendant ces 20 années quasiment au club. Je sais pas si ça a vraiment changé quoi que ce soit. Sincèrement, je crois pas. Je pense qu'avec lui ou sans lui, finalement, ou même avec lui, ça aurait rien changé et qu'au final, Thomas Frank n'était pas la personne qu'il fallait sur le banc de Tottenham cette saison. Voilà, en tout cas, il va falloir trouver un nouveau manager, sans doute l'été prochain, pour repartir sur un nouveau cycle, peut-être avec Pochettino. On verra ça, on en reparlera évidemment dans l'After Angleterre. Si vous aimez nos podcasts, vous vous abonnez, vous mettez une bonne note, un bon commentaire, et on se dit à la semaine prochaine. Merci messieurs, ciao. RMC After Angleterre.